Merci beaucoup à vous pour cette présentation et puis merci à vous d'être venu. Je sais que l'heure est un peu tardive, donc merci de me faire l'honneur d'être ici. Comme il vient de vous être dit par mon collègue, je parlerai ce soir donc de la démocratie participative telle que elle s'organise en droit de l'Union européenne, puisque, comme il vient de vous être dit, je suis essentiellement spécialiste de droit de l'Union européenne. Pas du tout de ces questions-là, mais celle-là me paraissait importante, notamment du fait de la résonance qu'elles ont aussi en France, où on parle beaucoup en ce moment de justement la possibilité de faire participer les citoyens plus activement, je dirais, à la vie politique en général. Alors pour commencer, je dirais simplement que le processus décisionnel de l'Union européenne est souvent présenté comme bureaucratique, obscur, loin des citoyens, incompréhensible. Et d'ailleurs, on fait souvent la même critique au système interne français. Ça n'est pas réservé à l'Union européenne, mais s'agissant de l'Union européenne, c'est particulièrement une critique qu'on rencontre fréquemment. Et si cette critique, je dirais, porte, si elle est audible, c'est certainement parce qu'elle n'est pas totalement dénuée de fondement et qu'il y a effectivement un peu d'obscurité dans le processus décisionnel dans l'Union européenne. Alors, je dirais qu'évidemment, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce manque de facilité pour le citoyen d'accéder aux informations. Et la principale raison, ou disons, oui, l'une des raisons majeures, c'est probablement une raison historique, en fait. Une raison historique, pourquoi? Parce que l'Union européenne, bon, qui était la communauté jusqu'en 2007, l'Union européenne s'est construite en fait essentiellement par la voie de l'intégration économique. C'est-à-dire que l'Europe politique, en fait, en 1951, comme en 1957, n'est pas inexistante, elle a même grandi au fil des ans, mais elle est évidemment absolument seconde par rapport à la promotion d'un grand marché, par rapport à la libre circulation des marchandises ou des capitaux. L'idée, c'est de faire un marché libre, c'est pas de construire une Europe politique. Et donc, du fait de ce point de départ, il n'y a rien d'étonnant, évidemment, à ce que l'émergence du citoyen de l'Union européenne soit tardive, en fait, dans l'organisation. Et puis, puisque cette consécration du citoyen est tardive, évidemment, la consécration de son rôle par les traités est tardive aussi. Et les procédés de démocratie participative ne feront leur apparition que de manière très tardive aussi dans les traités. Alors le tournant, en fait, ici, va s'amorcer en 1986 avec l'acte unique européen, car l'acte unique européen, c'est la première, je dirais, reconnaissance explicite du rôle fondamental du Parlement européen. Parlement européen dont on rappelle évidemment qu'il est le représentant des peuples de l'Union européenne. Donc on comprend bien naturellement le lien Parlement européen, représentation des peuples, droits des individus. Donc le début, c'est l'acte unique européen, mais c'est encore assez timide. Et en fait, il va falloir attendre essentiellement le traité de Maastricht pour que soit introduite dans le droit primaire la notion ou l'idée de citoyenneté et que les traités affirment pour la première fois le fait que l'Union est fondée sur le principe de démocratie. Avant le traité de Maastricht, il n'y a pas de démocratie dans les traités. Il y en a sans doute. Il y a sans doute la chose, mais il n'y a pas le mot.
à partir de 1992, il y a une affirmation de l'existence du principe de démocratie dans l'Union. Et par exemple, le traité de Maastricht, donc de 1992, institue en particulier un droit de pétition qui est ouvert aux citoyens de l'Union devant le médiateur. Donc on voit bien la progression par rapport à 1951 ou 1957. On quitte le domaine du grand marché pour s'orienter vers autre chose. Mais bien entendu, on va, comme toujours en droit de l'Union européenne, à petits pas. Ce ne sont pas des consécrations massives très tôt dans la construction de l'Union. Le traité de Lisbonne, si on va très très vite, va plus loin encore que les traités qui l'ont précédé, et en particulier l'article 10, paragraphe 1er du traité sur l'Union. Donc l'article 10, paragraphe 1er, affirme que le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative. Donc là, vous voyez, on voit encore de nouveaux mots apparaître dans le traité. Ça n'est plus seulement le principe de démocratie, c'est fondé sur la démocratie représentative. Donc on voit bien les affirmations du démos ici dans le droit primaire. Alors en revanche, on ne trouve au jour d'aujourd'hui, il y avait des propositions en ce sens, mais elles n'ont pas abouti, on ne trouve rien aujourd'hui dans le traité, aucune référence expresse à la démocratie participative. Toutefois, et on reconnaît bien là la méthode communautaire que je venais de décrire juste un petit peu auparavant, il n'y a pas le mot, mais il y a la chose quand même. En tous les cas, il y a l'idée de la chose dans le traité. Il y a l'idée de la démocratie participative. Alors, en effet, on peut décrire ou définir la démocratie participative comme l'existence de méthodes ou de processus grâce auxquels le citoyen est associé à la décision politique. Mais ce sont des processus, là il faut bien comprendre pour ne pas faire d'erreur dès le départ, ce sont des processus dans lesquels le citoyen n'est pas le décideur, évidemment, puisqu'alors ce serait de la démocratie directe. Là on ne parle pas de ça, on parle de procédés ou de processus de démocratie participative. Et ces procédés, ils existent en droit de l'Union. Et je voudrais en prendre alors deux exemples ici, qui sont, alors d'une part, prévus tous les deux à l'article 11 du traité sur l'Union européenne. On parlait de l'article 10, maintenant c'est l'article 11. L'article 11 du traité sur l'Union, alors qui prévoit notamment ce qu'on appelle l'initiative citoyenne européenne, c'est le paragraphe 4, et qui prévoit aussi la possibilité de consultation publique, c'est le paragraphe 3 de l'article 11. Donc c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Alors essentiellement, je dirais, pour montrer à la fois l'intérêt quand même de ces procédures, mais aussi leurs limites, et surtout leurs limites, qui sont d'ailleurs très semblables à celles qui existent en droit interne, et qui produisent justement les mêmes conséquences, c'est-à-dire souvent de la frustration de la part des citoyens. Comme on n'est pas nombreux, si vous voulez, si ça vous fait plaisir de descendre, moi ça me ferait plaisir de vous avoir plus près de moi. Mais enfin, vous faites comme vous voulez. Alors, d'abord, l'initiative citoyenne européenne, de son petit nom ICE, mais je dirais donc initiative citoyenne européenne. Alors, comme je vous le disais, elle est prévue à l'article 11, paragraphe 4 du traité. Et les conditions de sa mise en œuvre ont été précisées par un règlement de 2011 dont je cite l'objectif affiché est d'améliorer encore le fonctionnement démocratique de l'Union. Alors, améliorer encore le fonctionnement démocratique de l'Union. Et, a priori, on aurait pu penser effectivement que
l'initiative citoyenne était une amélioration par rapport à la procédure de pétition dont on parlait tout à l'heure. Une amélioration, pourquoi? Eh bien parce que la pétition, elle est instruite par le médiateur qui n'a pas de pouvoir de contrainte. Alors évidemment, ça donne aux pétitions un poids modeste. Ici, il s'agissait d'une initiative présentée à la Commission, qui, elle, au contraire, a notamment en matière législative un pouvoir renforcé. Donc on aurait pu imaginer que l'initiative citoyenne aurait plus de poids parce qu'adressée à une institution tout à fait centrale dans l'Union européenne. Alors, la réalité quand même est beaucoup plus mitigée que cette analyse a priori, si vous voulez. Alors, beaucoup plus mitigée. Alors, comme je suis pas douée, évidemment, je ne sais pas. Comment ça se fait que ça marche pas? J'en sais rien. J'appuie n'importe où, mais ça ne marche pas. Ah non, ça va pas du tout. J'ai fait une bêtise. Ah là, d'accord. Ah, ou la barre d'espace. Bon, d'accord, parfait. Merci infiniment. Alors, la réalité est plus mitigée. Pourquoi? Parce que vous voyez, seules 4 initiatives au jour d'aujourd'hui ont réussi. Alors attention, réussi, c'est entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, la Commission les considère comme des initiatives réussies. C'est son vocabulaire. 4 initiatives ont réussi, donc, mais plusieurs dizaines ont été entreprises. Donc on voit qu'en réalité, il n'y en a pas beaucoup qui aboutissent par rapport à celles qui sont entreprises. Alors il n'y en a que 4 donc, qui ont abouti. La première, c'est celle du bas. C'est sur l'eau et l'assainissement. Donc l'eau est un bien public, pas une marchandise. Ensuite, deuxième réussi, un de nous, sur l'utilisation des embryons, notamment à des fins médicales, mais pas seulement. Troisième initiative, stop vivisection. Et enfin, interdire le glyphosate. Alors tout ça, vous voyez, c'est le site de la Commission, donc c'est assez intéressant de le regarder, c'est le site de la Commission, et donc on voit bien que sur son portail officiel, eh bien, elle écrit bien « initiative réussie ». Donc ce sont ses propres mots, alors on se dit, bah voilà, c'est bien quand même, 4 initiatives réussies. Alors on va détailler un peu ensuite, parce que ce que la Commission appelle une initiative réussie, c'est pas nécessairement ce que la doctrine qualifierait d'initiative réussie. Et effectivement, quand on voit, parce qu'on a les premiers articles qui commencent à évaluer, si vous voulez, même pas les premiers, il y en a déjà quelques-uns, qui commencent à évaluer l'initiative citoyenne européenne, là, tout le monde est d'accord. Le constat est absolument sans appel. L'initiative citoyenne n'a pas atteint ses objectifs d'améliorer donc le fonctionnement démocratique de l'Union. Alors par exemple, notre collègue Laetitia Guillou vient d'écrire un article qui est paru à la Revue du droit de l'Union européenne de 2018, du dernier numéro de 2018, et il s'appelle « La mise en œuvre de l'initiative citoyenne européenne, : anatomie d'un échec ». Alors si vous voulez, on voit bien la tonalité générale, et si on prenait tous les articles de la doctrine sur le sujet, eh ben, on aurait à peu près le même constat. Alors pourquoi? Alors je dirais qu'il y a 2 raisons essentielles, à mon sens, pour simplifier, parce qu'il y a 2 raisons essentielles qui peuvent expliquer cet échec. La première raison, c'est qu'il y a des raisons procédurales, je dirais, au sens large. Des raisons procédurales, les conditions de mise en œuvre de l'initiative citoyenne sont extraordinairement difficiles à remplir. Ça, c'est le premier point. Et puis, pourquoi ça ne marche pas? Second point plutôt, c'est parce que les obligations de la Commission, elles sont extrêmement faibles. Les 2 cumulés, ça engendre la fameuse frustration dont je parlais tout à l'heure. Alors, d'abord, les conditions de mise en œuvre de l'initiative sont extrêmement strictes, procéduralement parlant. Alors d'abord, les conditions juridiques sont extrêmement strictes. Les conditions juridiques sont strictes. Alors elles résultent, comme je vous l'ai dit, à la fois du traité, l'article 11
du traité sur l'Union et du règlement de 2011. Pour que une initiative soit réussie, au sens de la Commission, elle doit atteindre, alors c'est l'une des conditions, mais c'est déjà une condition très compliquée, elle doit atteindre en un an le seuil d'1 million de signatures en provenance d'au moins 7 États membres de l'Union. Et, parce que les chiffres parfois sont assez parlants, hein, seuls 10% des initiatives commencées ont à ce jour atteint ce seuil. Donc on voit qu'il est en réalité déjà à lui tout seul, hein, extrêmement compliqué à atteindre. Donc 10% seulement. Et puis, il n'y a pas que le nombre de signatures, hein, il y a beaucoup d'autres conditions à remplir et elles sont aussi difficiles que le million de signatures. Par exemple, seuls les citoyens en âge de voter peuvent être signataires. Donc ce qui veut dire que tous les jeunes sont exclus, évidemment, de la possibilité de signer l'initiative citoyenne. Il faut aussi constituer un comité avec 7 représentants de 7 États membres différents, mais il ne peut pas y avoir de députés parmi... Alors, vous voyez, donc tout ça, les barrières sont tellement importantes hein, sur le plan juridique que, évidemment, on a déjà beaucoup de mal à passer ce premier cap. Mais il n'y a pas que des problèmes juridiques. Il y a aussi des problèmes pratiques ici, qui sont largement aussi importants, et qui ont évidemment des conséquences hein, sur la réussite ou non de l'initiative. Et il y a alors véritablement, je dirais, des difficultés à la fois logistiques et financières qui empêchent très souvent les initiatives de prospérer. Et très rapidement, en fait, la doctrine a souligné que les simples citoyens auraient les pires difficultés à actionner l'initiative citoyenne européenne, qui pourtant, a priori, leur est destinée. Hein. Parce qu'en fait, on se rend compte que pratiquement, pour qu'une initiative puisse aboutir, eh bien, il faut l'appui de réseaux extrêmement denses, préconstitués, ONG, associations, syndicats, etc., et il faut aussi avoir des fonds extrêmement importants. Alors, pas forcément extrêmement importants, mais plus ils seront importants, plus l'initiative a de chances de réussir. Et le problème, évidemment, hein, c'est qu'on se rend compte tout de suite. Donc, quand on se rend compte pratiquement comment les choses marchent, eh bien, c'est qu'il y a un grand risque que ces initiatives soient en fait confisquées, entre guillemets, par des institutionnels du lobbying, et qu'en réalité, ça ne soit pas du tout la parole aux citoyens, mais la parole aux intérêts privés, la parole au corporatisme, comme l'écrit notamment notre collègue Olivier Jouan-Jean. Hein. Et même si on le dit dans des termes moins polémiques, ce qu'on comprend quand même, c'est que les procédures sont réservées à des spécialistes. Même si ce n'est pas des spécialistes de la matière, c'est au moins des spécialistes de l'initiative citoyenne, c'est-à-dire des gens qui sont habitués à ce genre d'action. Donc tout un chacun ne peut pas lancer une initiative et penser qu'elle va réussir, c'est absolument impossible. Et en fait, au minimum, 2 des 4 initiatives qui ont réussi s'appuyaient sur un réseau préexistant et sur des financements eux aussi préexistants. Alors notamment la première hein, qui a réussi sur le droit à l'eau, qui était une initiative initiée par une fédération européenne, la fédération syndicale des services publics, donc qui est une constellation de fédérations des employés des services publics européens. Et puis l'initiative Un de nous, donc sur les embryons humains et qui notamment portait des idées de ne pas financer les recherches à base d'embryons, de ne pas financer par des crédits européens l'avortement, etc. Eh bien, cette initiative, elle était portée par un réseau de communautés religieuses, notamment italiennes, et soutenue expressément, hein, parce qu'il y a un registre, par le Saint-Siège. Donc évidemment, ce sont des gens qui ne sont pas du tout voilà, des simples citoyens lambda. Non, c'est pas du tout ça, c'est un réseau préconstitué. Alors seul en fait des 4, finalement, essentiellement, l'initiative
et encore, hein, et encore. Stop Vivisection, celle-là, elle est née d'une mobilisation dont les réseaux étaient quand même beaucoup moins développés. Et elle a abouti hein, quand même au moins à être enregistrée, malgré un financement qui est assez modeste, hein, qui a été évalué, c'est sur le site de la commission, à l'ordre de 14 000 euros. Alors c'est beaucoup moins hein, comparé à celui de droit de l'eau, parce que le premier c'était 140 000 euros, et celui sur le glyphosate, qui est tout en haut de la liste, ça c'était 328 000 euros. Donc vous voyez, les sommes sont quand même tout à fait différentes. Hein. C'est 14 000 euros pour la vivisection, 328 000 pour le glyphosate. Mais je vous rassure, hein, tout a raté quand même, hein, donc ça ne change pas grand-chose. Alors, le premier point, les initiatives, je ne sais plus ce que je disais, les conditions de mise en œuvre sont extrêmement strictes. Alors pourquoi ça ne marche pas non plus? Parce que pour les citoyens, c'est très difficile à mettre en œuvre, mais pour la commission, il n'y a aucune obligation. Donc évidemment, ça ne va pas l'inciter à agir. Alors quand je dis aucune obligation, c'est un peu exagéré. En tous les cas, il n'y a aucune obligation juridique, aucune obligation contraignante de donner suite à une initiative enregistrée. La commission est absolument libre des suites à donner à l'initiative. La seule limite à son immense pouvoir, c'est qu'elle doit, si elle refuse d'enregistrer, ce qui n'est pas la même chose, si elle refuse d'enregistrer une initiative, elle doit motiver sa décision. Enfin, c'est quand même le moins si toutes les conditions sont passées. Mais si en revanche elle enregistre, eh bien, elle fait ce qu'elle veut avec l'initiative en question. Alors, les conséquences, hein, ici, c'est que les réponses données, et en tous les cas jusqu'à présent, et toute la doctrine est unanime, hein, donc là on ne peut même pas dire que c'est vraiment, vous voyez, c'est toujours les mauvais coups. Non, non, pas du tout. Là, tout le monde admet que les réponses données par la commission ne sont absolument pas satisfaisantes. Alors, un seul exemple, mais là on pourrait le faire pour les quatre. Hein. Pour l'initiative glyphosate, hein, donc, de 2017, la commission donc, a simplement répondu hein, que l'initiative, c'était interdire le glyphosate. Donc, la commission a répondu qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait, qu'effectivement, c'était très important. Et 6 mois plus tard, elle a accepté le renouvellement du glyphosate pour une durée fixée plutôt à 5 ans. Vous voyez, donc, on peut dire qu'effectivement, c'est ce qu'elle appelle une initiative réussie. C'est pour vous dire que les ratés, on ne sait pas comment c'est. Hein, donc, et si on prenait les autres, eh ben, on aboutirait exactement à la même chose. Hein. Donc, certes, on peut demander, mais on n'est pas sûr d'obtenir quand même. Hein. Donc, alors, bien entendu, la doctrine critique massivement. Les organisateurs, n'en parlons pas, parce qu'ils font tout ça pendant 1 an, ils s'échinent, et puis au bout d'un moment, on leur dit « Ah ben non, oui, eh ben non, ça sera autrement. » Donc, vous voyez, le problème, c'est que ça, je disais, ça génère de la frustration. D'une certaine manière, vaut mieux carrément pas pouvoir parler du tout, parce que parler pour pas être entendu, c'est pas forcément plus facile. Et évidemment, au lieu de remplir leur but, les fameuses réussies, elles ont eu tout à fait comment dirais-je, l'effet inverse, en dehors de la fameuse frustration, c'est qu'elles ont abouti à générer du contentieux. Vous voyez, l'idée, c'était quand même plutôt d'essayer de trouver une solution négociée. Ça a été exactement le contraire. Pourquoi? Parce que les déçus des initiatives ont saisi la Cour de justice pour essayer d'obtenir satisfaction en justice. Donc en réalité, vous voyez, au lieu de résoudre les problèmes, on les a multipliés. Et alors notamment, il y a une affaire sous pourvoi hein, de un de nous, la One of Us, qui est actuellement sous pourvoi donc, devant la Cour de justice de Luxembourg, parce que les associations qui étaient à l'origine de l'initiative attaquent la réponse de la Commission devant la Cour de justice. Alors, elles ont déjà été retoquées au fond par le tribunal dans un arrêt d'avril 2018, mais elles se sont pourvues devant la Cour de justice dont on attend la réponse. Vous voyez, ça n'a absolument pas apaisé les tensions, c'est tout le contraire, on a du contentieux. Et pour le glyphosate, c'est exactement la même chose. Là, il ne s'agit pas d'un contentieux direct par les promoteurs de l'initiative, mais il s'agit de contentieux parallèles, c'est-à-dire que la Cour de justice n'arrête pas sans arrêt de recevoir du contentieux relatif au glyphosate, parce qu'évidemment le problème n'est pas réglé puisqu'il n'est pas du tout interdit.
Alors, je vous signale, par exemple, un arrêt très récent là, en matière de glyphosate du tribunal du 7 mars 2019. Oui, c'est très récent quand même. 7 mars 2019, donc dans une affaire T716-14. Qui met en cause l'autorité de sécurité des aliments, dont on va reparler tout à l'heure, qui refusait l'accès à des citoyens, refusait l'accès à des études sur la toxicité du glyphosate. Et le tribunal donne raison aux plaignants, aux demandeurs, contre l'autorité de sécurité alimentaire qui refusait l'accès aux études de toxicité. Donc vous voyez, rien n'a été résolu par l'initiative citoyenne. Et encore plus proche, le 12 mars 2019, Eleanor Sharpston, donc l'avocat générale anglaise, a rendu des conclusions dans une affaire, encore une fois, relative au glyphosate et au règlement sur la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Donc vous voyez, la question du glyphosate n'a absolument pas été réglée par la réponse de la Commission. C'est là qu'on le voit, puisque non seulement elle n'a rien résolu, mais les contentieux se multiplient. Donc, ce qu'on peut dire ici, au jour d'aujourd'hui, c'est que manifestement, si on veut que l'initiative citoyenne devienne, comment dirais-je, un procédé susceptible d'apaiser les tensions, il va falloir évidemment modifier les règles applicables, parce que si on continue comme ça, encore une fois, ça n'engendrera que de la frustration. Et les institutions de l'Union paraissent, alors on ne sait pas ce que ça donnera, mais conscientes quand même de l'existence du problème et des phénomènes d'exaspération qui sont liés quand même à ces difficultés. Et le règlement de 2011 qui organise l'initiative citoyenne est en voie d'être modifié. Un accord politique a été trouvé sur ce point entre le Parlement et le Conseil en décembre 2018. Donc on voit bien qu'on avance, qui va normalement ouvrir la voie à un nouveau règlement pour mettre en œuvre l'initiative citoyenne. Alors, mais c'est parce que je suis mauvaise langue, je trouve quand même que les avancées sont modestes, il y en a, mais enfin je ne suis pas sûre que ça va changer totalement les choses, mais enfin évidemment ça va quand même améliorer la situation. Alors notamment, par exemple, il est prévu de mettre en place, mais on ne sait pas encore, mais enfin normalement ça devrait être ça, il est prévu de mettre en place par exemple un service gratuit de collecte des signatures sur Internet. Donc ça, voilà, c'est sûr que ça pourra aider les citoyens qui n'ont pas de financement par ailleurs, par exemple. Alors aussi, la Commission s'engage à apporter un soutien plus important aux organisateurs des initiatives grâce aux points de contact de l'Union dans les différents États membres. Donc vous voyez, il y a quand même la volonté d'essayer de faciliter la mise en œuvre de l'initiative. Et puis, alors ça m'a fait sourire, mais encore une fois, c'est parce que j'ai mauvais esprit, ou c'est là, je ne sais pas, enfin bon. Le suivi des initiatives, vu que jusqu'à présent, c'était quand même, est porté de 3 à 6 mois. Ça, je ne suis pas sûre que ce qui laissera plus de temps pour la sensibilisation et un dialogue et un débat constructif. Alors, si c'est constructif dans le même genre, à mon avis, on pourrait même porter ça à 10 ans, que ça ne changerait pas grand-chose. Mais bon, disons que... Enfin voilà, l'idée c'est de faire mieux. De toute façon, on est tranquille, on ne peut pas faire beaucoup pire. Donc, normalement, je pense que ça devrait s'améliorer. Alors ça, c'était pour la première chose, donc, l'initiative citoyenne. Et alors, je voudrais maintenant parler de quelque chose
qui marche pas mieux. Hein, bon, mais enfin, ça existe. Donc, il faut pas faire comme si ça existait pas. Il faut pas faire comme si ça existait pas. Ça existe. Alors, mais si on sait pas que ça existe, on peut pas l'améliorer. Hein, donc, c'est important. Alors là, je voulais parler donc de la consultation publique, hein, dont je vous rappelle tout au début, hein, qui était prévue donc à l'article 11, paragraphe 3, en vue donc d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission européenne procède à de larges consultations des parties concernées. Donc, les consultations publiques. Alors, comme l'indique la Commission sur son site, grâce aux consultations publiques, vous pouvez donner votre avis sur le champ d'application, les priorités et l'action de l'Union en matière législative. Vous avez 12 semaines pour participer à ces consultations qui prennent la forme de questionnaires sur mesure. Alors, ces consultations publiques ne sont pas une innovation du traité de Lisbonne. Elles sont prévues précisément maintenant, mais elles ne sont pas du tout une innovation du traité de Lisbonne. Ça fait longtemps, en réalité, que les institutions de l'Union, et particulièrement la Commission, consultent les parties intéressées avant d'adopter de la législation. Alors, par exemple, j'ai là sous les yeux une communication qui date de 2003 dans le domaine de l'audiovisuel et qui est faite précisément pour consulter les parties sur l'avenir de la directive Télévision sans frontières. Donc, c'est pas du tout ces consultations une innovation du traité de Lisbonne. Ça existe bien avant. Ça existait bien avant. En matière sociale aussi, par exemple, il y a des consultations à grande échelle dans l'Union européenne. Donc, c'est pas du tout, encore une fois, une création du traité. Ce qui change quand même, la nouveauté, je dirais, du traité de Lisbonne, c'est alors, d'une part, probablement le choix des sujets, qui sont des sujets beaucoup plus grand public qu'ils ne l'étaient antérieurement. On avait vraiment des consultations avant pour des hyper spécialistes. Les marchés publics de la défense. Bon, bah, évidemment, à part un spécialiste de marché public de la défense, je vois pas bien qui est-ce qui peut répondre. Là, maintenant, on a des questions qui sont des questions beaucoup plus générales, donc beaucoup plus susceptibles, effectivement, de recueillir l'intérêt des citoyens. Alors, par exemple, l'heure d'été, l'heure d'hiver. Alors là, ça a été la consultation majeure de l'année. Et effectivement, tout le monde avait une idée sur l'heure d'été et l'heure d'hiver. Mais vous voyez, les sujets peuvent être des sujets plus grand public. Donc ça, c'est quand même une nouveauté par rapport à avant. Et puis la deuxième chose, je dirais, c'est que même les consultations plus pointues sont ouvertes à tout le monde. Et assez facile, là, pour le coup, d'accès, c'est-à-dire que le site est quand même bien fait, on peut aller dire, voilà, je suis machin, j'ai envie de me prononcer sur je sais pas quoi, et ça, on peut parfaitement le faire. Donc, on voit bien quand même qu'il y a un effort pour essayer de consulter les citoyens le plus possible. Et on a effectivement une impression de démocratie, une odeur de démocratie. Alors évidemment, le problème, c'est que c'est un peu comme pour l'initiative citoyenne, quand on va un peu plus dans les détails, c'est tout de suite moins démocratique. La limite, évidemment, essentielle de la consultation, c'est que, alors là, encore moins qu'avec l'initiative citoyenne, la commission n'est liée par rien. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune contrainte à part organiser la consultation. Mais pour le reste, la décision qu'elle prendra est entièrement libre et n'a pas à être justifiée. C'est-à-dire que même si on avait 100% pour l'heure d'été, si elle prend l'heure d'hiver, il n'y a aucun recours contre sa décision. Alors évidemment, on peut tout de suite se demander à quoi ça sert de demander l'opinion. Ça sert quand même, justement, ça sert à donner l'air de la démocratie, mais ça sert aussi à informer quand même la commission de l'état de l'opinion, parce que bien entendu, ça fait quand même une espèce de, comment dirais-je, sondage à grande échelle ou à petite échelle, mais enfin ça fait un sondage quand même pour savoir quel est l'état de l'opinion. Mais il n'empêche que rien ne contraint la commission à décider dans le sens où va la consultation. Donc elle n'est absolument pas tenue par les avis qu'elle reçoit. Et
Et c'est pour ça que là, je voudrais complètement changer, si vous voulez, de prisme par rapport à ce que je disais sur l'initiative citoyenne. Le procédé consultation est d'autant moins susceptible de prospérer, d'avoir un effet utile, qu'il est affligé alors d'une limite de mise en œuvre qui ne lui est pas propre, hein, qui existe dans d'autres domaines, dans le droit de l'Union européenne, qui ne lui est pas propre, mais qui l'affecte quand même tout particulièrement. Et cette limite, elle tient à la langue dans laquelle les consultations sont faites. Il faut savoir que l'Union européenne, ce sont 27 et demi États membres, dont un, qui est en stand-by, on ne sait pas. Hein, donc bon, alors on va dire entre 27 et 28, c'est comme on veut. Donc, mais c'est aussi 23 langues officielles, 24 même, 24 langues officielles. Avec un principe qui est que normalement, tout ce qui va en direction du public, ça c'était le principe de 1958, du règlement de 1958, qui règle donc la question linguistique dans l'Union européenne. Tout ce qui est en direction du public, mais là on pensait évidemment à l'époque naturellement pas Internet, hein, on pensait journal officiel par exemple, tout ce qui est en direction du public doit être traduit dans toutes les langues officielles de l'organisation. C'est-à-dire dans les 24 langues, au départ il y en avait 4, il y en a 24, mais c'est le même principe, le règlement de 1958 n'a jamais été modifié. Jamais été modifié, pourquoi ? Parce qu'il fait partie des très 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 rares domaines dans lesquels la décision continue à se prendre à l'unanimité en droit de l'Union européenne. Donc pour changer le règlement de 1958, il faut l'unanimité des 28 États membres. Ce qui évidemment n'est jamais facile à obtenir. Donc il n'a jamais été modifié. N'a jamais été modifié, ce qui veut dire que les sites internet, notamment, ne sont absolument pas pris en considération par le règlement de 1958 pour la bonne raison qu'ils n'existaient pas, évidemment. Et que donc, il n'y a pas de législation. Là, il y a un gros trou. Hein. Donc, tout le monde est bien conscient du problème, mais personne ne veut, l'attaquer de front. Alors, on va en parler à propos des consultations publiques. On aurait pu en parler à propos de beaucoup d'autres choses qui posent le même genre de difficultés. Alors, évidemment, hein, la consultation publique, elle a pour objectif, comme je le disais, de permettre aux citoyens, on n'en tient pas compte, mais enfin, de donner son avis, ce qui est quand même important. Donc, on va lui permettre de s'exprimer, on va lui permettre de donner son avis, mais évidemment, ça a l'air évident quand on le dit, mais c'est manifestement pas comme ça que c'est reçu. Pour que le citoyen puisse répondre, encore faut-il qu'il sache qu'il existe une consultation. Ah ben oui, ça a l'air bête, mais enfin, c'est sûr que s'il ne le sait pas, ça va pas être pareil. Donc, à la fois, pour connaître l'existence de la consultation, mais pour y répondre, eh bien, l'impact de la langue est évidemment primordial. Puisque, si le citoyen n'est pas informé dans une langue qu'il maîtrise, qu'il existe une consultation, évidemment, il ne répondra pas, hein. S'il est croate et que vous lui écrivez en, je sais pas moi, en italien, et encore que là, ça irait à peu près, mais en grec, pas sûr qu'il réponde directement, vous voyez. Et puis, deuxième chose, s'il ne peut pas répondre dans sa propre langue, mais qu'il doit répondre dans une autre, il ne répondra pas non plus, hein. Donc, il y a un impact direct, évidemment, de la langue qui est employée ici sur le taux de réponse qui va être obtenu par la commission. Alors, quel est le constat quand on regarde où on en est aujourd'hui? Alors, le constat, c'est que là, on est sur le site, quand même, hein, c'est pas écrit, mais on est là sur le site en français. Donc, on est sur le site, je vous dis pas la version anglaise, hein, on est sur le site en français des consultations. Donc, comme on voit, hein, 528 consultations depuis 2014. Donc, 528 consultations en cours, pas depuis 2014, depuis le traité de Lisbonne, donc depuis 2009. 528 consultations. Et alors, donc, ça, c'est la page générale. Hein. Quand on passe à la page suivante, ça, c'est la page toujours en français. Hein. Donc, la langue, c'est le français. Heureusement, parce que c'est écrit. Hein. Vous voyez, c'est écrit tout en haut. La langue, c'est le français. Je ne sais pas ce que ça serait si ce n'était pas du français. Hein. Donc,
Alors là, voilà, la page d'accueil est en anglais, il y a quelques mots en français, mais enfin, si on ne parle pas anglais, inutile de vous dire que là, on ne va pas aller répondre à la question, hein. Et puis, si on a passé ce cap-là, donc on n'a déjà rien compris, puisqu'il y a déjà 2 pages où on ne comprend rien. Bon, et alors, si on passe cette page-là, je dirais, les réponses sont extrêmement, enfin, variables. Donc déjà, il faut avoir passé les 2 pages en anglais. Et alors là, on a toutes les possibilités imaginables. Alors par exemple, dans certains cas, on a une consultation là sur le dioxyde de carbone. Je ne sais pas si c'est celui-là que j'ai mis, non, c'est autre chose. Une consultation sur le dioxyde de carbone. Alors si c'est celle-là, là, on peut répondre dans toutes les langues, mais c'est bien marqué quand même hein, que si on ne répond pas en anglais, ça sera moins bien, malgré tout. Donc, si vous voulez, on peut répondre dans toutes les langues, mais de préférence en anglais quand même. Donc, ça, c'est une première possibilité. On vous prévient tout de suite, si ce n'est pas en anglais, ça sera plus long. Bien, alors, on a d'autres possibilités parfois. Alors, parfois, c'est même pas dans toutes les langues, c'est dans 3 langues seulement. En général, le français, l'allemand et l'anglais, tant pis pour les autres. Hein. Donc, évidemment, ils sont déjà perdus depuis 2 pages. Alors, c'est pas pour aller répondre en grec. Hein. Donc, de toute façon, ça marche pas. Et tout est comme ça. C'est-à-dire que si on les prend les unes derrière les autres, en gros, on peut répondre en anglais. Vous voyez. Donc, bon, ça n'aide pas, évidemment, à part les anglophones, hein, qui sont très aidés, mais eux, ils sont à moitié partis. Donc, si vous voulez, ça paraît... Non, mais quand on dit ça, on fait une pièce de théâtre, personne ne vous croit. Hein, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Alors, comment ? Oui, mais bon. Alors, ce qui est surtout extraordinaire, c'est que tout le monde est parfaitement au courant de la situation. Hein, parce que, notamment le médiateur, le fameux, il a eu des pétitions déjà. Notamment des Espagnols, des Italiens qui voudraient bien qu'on parle un peu quand même. Alors le médiateur a dit oui, c'est un cas de mauvaise administration de la justice. La commission a dit je m'en occupe. Vous avez qu'à voir. Donc bon, voilà, ça c'était il y a 10 ans. Donc elle s'en est quand même assez bien occupée puisque là c'est sa page d'aujourd'hui. Hein. Donc on voit bien que quand même une pétition au médiateur c'est pas n'importe quoi. Hein. Ça donne quand même un sacré résultat. On ne sait pas ce que ça aurait fait s'il n'y avait pas eu de pétition. Hein. Donc l'idée c'est que dit la commission, moi je ne peux pas parce que c'est trop cher. Donc je ne peux pas tout traduire. Je peux simplement essayer de trouver un équilibre entre les nécessités de la traduction et les coûts de la traduction. Alors, le problème ici, bon là, je vais terminer parce que sinon vous allez plus en pouvoir, mais le problème ici, et c'est le même hein, si on parlait de tous les problèmes de traduction dans l'Union européenne. Le problème, c'est que à force de vouloir, ça c'est la première remarque, à force de vouloir chercher ce fameux équilibre qui n'existe pas entre les considérations de traduction, la nécessité de la traduction et puis le coût de la traduction, eh bien cet équilibre, on ne le trouve jamais. Et comme l'a dit un de mes collègues économistes, parce qu'il y a beaucoup maintenant d'économistes qui écrivent justement sur l'économie des langues, et leur idée c'est que ici, il n'y a pas de solution d'équilibre, il n'y a qu'une seule solution. Si l'objectif, c'est l'égal accès des citoyens à l'information, la traduction est nécessaire et peu importe le coût de la traduction. Il faudra l'assumer parce que l'objectif, c'est que chacun puisse répondre aux consultations. Si c'est ça l'objectif, il faut se débrouiller pour que chacun puisse répondre aux consultations. Alors évidemment, il y a des problèmes pratiques, etc. Il n'empêche qu'il va quand même falloir un jour repenser ce paradigme qui est que la traduction c'est cher. Et puis la deuxième chose quand même sur laquelle je voudrais insister, c'est que, et ça on le mesure quand même très mal souvent, c'est que contrairement à ce que veut l'opinion générale, eh bien tout le monde ne parle pas anglais. Hein. Et de loin pas. Et de loin pas. Alors là aussi, hein, il y a des études extrêmement précises dans l'Union européenne sur ce que le passage au seul anglais, hein, que certains estimeraient nécessaire, sur ce que coûterait le passage au seul anglais en termes de relégation de la population la plus pauvre, et c'est évidemment sur la population la plus pauvre que tomberaient les injustices les plus profondes, hein, évidemment. Et donc, ça n'aurait pas du tout pour objectif ou pour finalité de rapprocher l'Europe des citoyens, mais tout le contraire. Hein. Et en plus, ça défavorise ceux qui sont déjà défavorisés.
Donc, naturellement, ça ne peut pas être la solution. Et là encore, hein, il y a des calculs extrêmement précis qui ont été faits, notamment par un de mes collègues italiens. Les Italiens sont très très sensibles hein, sur le sujet de la langue. Michele Gazzola, mais par exemple, il y a aussi des Suisses qui écrivent beaucoup parce qu'ils sont dans un état multilingue et que donc ils ont beaucoup plus conscience de l'existence de ces problèmes. Alors, juste pour terminer, quelles sont les solutions qui seraient envisageables pour se sortir de ce guêpier démocratique? Alors d'abord, la première chose probablement, puis ici on est entre juristes, hein, donc la première chose, ce serait évidemment de modifier la législation, parce que tant que ce ne sera pas le cas, tant qu'on sera dans le flou, tant qu'il n'y aura pas d'obligation de traduction, eh bien, rien ne pourra avancer véritablement, puisque chacun va dire, ben non, de toute façon, il n'y a pas d'obligation de traduction, à part pour le journal officiel. Mais il faudrait vraiment arriver à ce que l'information en direction du public, qui était vraiment l'idée du règlement de 1958, eh bien, elle s'adapte aux outils modernes, et notamment à Internet. Parce qu'on comprend bien, par exemple, alors là, j'en parlais pour les consultations, puisque c'était le sujet, mais imaginons une proposition de directive de la Commission dans un domaine X, Y, Z, l'audiovisuel, le domaine bancaire, n'importe quoi, le rail. Ces propositions, elles sortent toujours et d'abord en anglais. Mais ça veut dire que les lobbyistes anglais, les avocats anglais, ils ont 6 mois d'avance sur les autres. Et ça, on estime que ce n'est pas des textes obligatoires, donc il n'y a pas de nécessité de les traduire. L'anglais suffit. Mais l'anglais suffit surtout aux anglophones. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une surreprésentation des avocats anglais, des lobbyistes anglais dans toutes les institutions de l'Union européenne. Donc ça a des conséquences pratiques. Et ça recule, évidemment, encore une fois, ça bénéficie qu'à certains. Donc ça ampute de leurs droits tous les autres. Donc ça, c'est la première chose. Il faudrait manifestement arriver à s'entendre, mais ça sera très compliqué, parce que comme je vous le disais, la question linguistique, c'est une des rares questions qui s'adopte encore à l'unanimité en droit de l'Union européenne, et ce n'est pas par hasard. Donc, à mon sens, changer la législation. Et puis, évidemment, si on changeait la législation, il faudrait prévoir le coût de la traduction, le financement de la traduction. Alors, sachant qu'ici, je dirais deux choses. D'abord, deux choses. La première concernant l'argument traditionnel qui est c'est beaucoup trop cher de traduire, c'est beaucoup trop compliqué, c'est bon. En fait, on parle ici, comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, du coût de la démocratie, hein, tout simplement. Et on peut penser que le prix de la démocratie n'est jamais trop élevé. Et que donc, il faut cesser de raisonner seulement en termes comptables. Parce que ce n'est pas nécessairement la bonne voie pour faire les choses. D'autant que, ce sera ma deuxième remarque, alors, les coûts de la traduction sont très, très souvent surévalués par ceux qui n'en veulent pas. Or, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les traductions dans l'Union européenne représentent par an et par habitant une tasse de café à Paris. Pas ici, parce qu'ici, c'est pas... Bon, d'accord. Une demi-tasse ici, mais à Paris, une tasse de café. C'est un expresso par an et par personne. On pourrait peut-être aller jusqu'à 2, vous voyez, pour que tout le monde ait accès à la législation, notamment, ou aux propositions législatives dans toutes les langues. Donc, il y a beaucoup de surévaluation du coût de la traduction, mais inversement, on minore souvent beaucoup le coût inverse de la non-traduction. Or, la non-traduction, elle n'a peut-être pas un coût financier, mais elle a un coût en termes de désintérêt absolu pour la chose qu'est l'Union européenne. Imaginez-vous recevoir, je ne sais pas moi, un référendum quelconque, et au lieu qu'on vous envoie le texte en français, on vous l'envoie en serbo-croate. Mais enfin, qui est-ce qui... Déjà que personne ne s'intéresse en français, alors donc, il faut au moins comprendre. Et là, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que déjà, personne ne comprend rien, parce que comme je vous l'ai dit au début, c'est très compliqué, mais en plus, c'est même pas dans votre langue.
Comment imaginer que quelqu'un va dire « Oh bah oui, c'est drôlement bien la construction de l'Union ». Ben non, ça ira pas, ça ira jamais tant qu'on ne fera pas les choses dans l'ordre. Donc, encore une fois, la non-traduction, le mutisme a un coût, l'obscurité a un coût. Et ce coût-là, bah, on voit bien, hein. J'attends les résultats des prochaines élections avec impatience, mais je crains le pire, le pire. Et il faudra aussi qu'un jour, ils se posent la question de savoir s'ils n'ont pas un peu de responsabilité dans ce qui arrive. C'est pas que les gens qui comprennent rien, c'est peut-être aussi l'Union européenne qui ne fait pas exactement ce qu'il faut pour qu'on comprenne ce qu'elle fait, hein. Donc, peut-être, il y a des responsabilités de tous les côtés. Et puis, pour terminer, je dirais que le premier point, hein, pour les solutions, c'est vraiment rendre la traduction obligatoire. Et puis, deuxième possibilité, bah, ce serait quand même de contrôler l'application, la mise en œuvre, hein, de ces obligations, alors mineures ou majeures, selon qu'on peut transformer la législation ou pas. Il y a déjà eu beaucoup d'affaires, enfin pas beaucoup, mais il y a eu des affaires, hein, déjà devant la Cour de justice de l'Union européenne en matière linguistique, notamment des États italiens et espagnols qui sont très très en pointe sur ces questions et qui ont souvent gagné, hein, pas toujours, mais assez souvent gagné devant la Cour de justice. Et notamment, je pense que dans l'avenir, on aura un jour ou l'autre une affaire à propos des sites web, précisément, vous voyez, web, dis-je, des sites internet, parce qu'un jour ou l'autre, quelqu'un soulèvera la question devant la Cour de justice en disant que, ben oui, il a été discriminé parce qu'il n'a pas pu avoir accès à telle information. Pour l'instant, il n'y a pas de jurisprudence, mais il pourrait y en avoir, parce que c'est quand même un cas de discrimination. En tous les cas, c'est plaidable. Et puis, il y a eu aussi, alors, pour vous dire que, ah ben mince, j'ai oublié ça, bon, bah c'est pas grave, on s'en fiche, ça, c'est pas... Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y avait pas que la commission qui faisait des consultations, et les autres, quand ils en font, et elles sont encore plus en anglais que la commission, hein. Donc, de toute façon, que ce soit la commission ou pas, tout le monde consulte, mais tout le monde consulte en anglais. Et alors notamment, ah bah, c'est pour ça, là c'était la fameuse agence des médicaments dont je vous parlais tout à l'heure. Et à propos on peut revenir quand même en arrière parce que ça serait dommage que je vous le montre pas, parce que c'est un assez bel exemple. Ah mince, c'est un assez bel exemple de voilà. Alors demande d'autorisation. Qu'est-ce que c'est que j'avais pris? Je m'en rappelle plus. Mais c'était pas le glyphosate encore ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Je vois rien, j'arrive pas à lire. J'ai plus de. Enfin bref, tout est à moitié en anglais ou je sais pas quoi. Mais enfin bon, de toute façon, vous voyez, même quand ils font sur les médicaments, sur etc., tout est en anglais. Donc si vous parlez pas anglais, bah, vous pouvez pas répondre évidemment. Donc vous pouvez toujours être consulté, ça servira à rien. Et alors précisément, et c'est par là que je voulais terminer, les autorités quand même, hein, elles sont de plus en plus conscientes que là il y a un problème, hein. Manifestement, il y a un problème. On ne peut pas écrire aux gens en polonais puis leur dire, écoutez, si vous comprenez rien, apprenez le polonais. C'est pas possible. Ou bien apprenez l'anglais ou apprenez n'importe quoi. Donc, la médiatrice, mais là c'est pareil, hein, c'est le même que le médiateur, sauf c'est en femme. Mais elle n'a pas plus de pouvoir, hein. Donc, elle a lancé une consultation cet été pour savoir justement comment faire pour améliorer le fonctionnement du régime linguistique de l'Union. Et parmi les solutions qui ont été proposées, parce qu'en fait les gens ont répondu, parce que là aussi c'est à base de consultation, eh bien, certains ont proposé la création d'un observatoire du multilinguisme. À mon avis, ils vont pouvoir observer, mais vous voyez, s'ils n'ont pas de pouvoir, je crois que bon, ou d'un défenseur du multilinguisme. Alors là, c'est pareil. S'il peut défendre avec des moyens juridiquement contraignants, c'est une chose. S'il peut défendre sans moyens juridiquement contraignants, c'est pas tellement la peine. Mais enfin, on voit bien quand même que de plus en plus, il y a quelque chose là qui se passe et on sent bien qu'on va peut-être pas pouvoir continuer comme ça éternellement. Voilà, hein, je terminerai simplement en disant cette phrase, bon c'est parce que c'est encore une fois mon mauvais esprit, mais en démocratie, hein, vous dites ce que vous voulez, surtout si on vous demande votre avis, mais surtout vous faites ce qu'on vous dit. Voilà, merci. Bon, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, pas trop j'espère, mais bon. Combien ? Ah, quand même! Mince, j'aurais pensé que je... Bon, c'était un peu long, je suis désolée, mais... Est-ce que vous avez des questions? Ah ben non, ça alors là, il n'y a aucune question. Non. Oui, j'allais dire... Oui, que ça... Oui. C'est enregistré.
J'ai pas pensé avoir parlé autant en flûte. Bon, c'est pas grave. Là, on parle de démocratie participative, donc via les réseaux, en fait, via l'internet, en fait. Mais quand on s'aperçoit au niveau des États membres, déjà à l'intérieur, que les gens sont dans les rues et que dans la rue, ils ne sont pas écoutés. Comment via les réseaux, surtout. Enfin, on se pose la question de cette démocratie à tous les niveaux, quoi, en fait. Voilà. Alors. Bon, justement, j'ai pas voulu trop insister sur le parallèle avec la situation française, mais on voit bien quand même qu'effectivement il y en a. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai souvent employé le mot de frustration, c'est-à-dire qu'on a des procédés qui ressemblent à des procédés qui vous permettent d'être associé à la décision, mais en réalité, on n'est absolument pas associé à la décision. Au mieux, on peut donner son avis, mais il sera ou pas pris en compte. Et on peut éventuellement demander à la commission de présenter une proposition. Si on reprend, je vous disais, le glyphosate, on lui demande de l'interdire, elle l'autorise 2 mois plus tard. Donc, effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ressemble de très loin à l'idée de la démocratie, mais pas de très près. Alors, là où je pense que éventuellement ça pourrait avoir un intérêt, c'est justement si, une fois qu'on a obtenu par exemple 1 million de signatures, la commission avait l'obligation de proposer une directive ou un règlement qui mette, par exemple ici, l'interdiction du glyphosate en place. Ce qui voudrait dire qu'ensuite, c'est au Conseil et au Parlement européen de prendre leurs responsabilités et de dire « nous, on veut maintenir », par exemple. Mais même là, ce ne serait pas encore gagné, parce que la décision, c'est le Parlement et le Conseil. Or là, on s'adresse à la Commission. Mais si vous voulez, ce qui, je pense, et je pense que vous avez raison sur ce point, ce qui augmente la frustration, c'est le fait de faire les choses pour se rendre compte qu'en réalité, elles ne servent absolument à rien. Et dans un tout autre domaine, en matière d'annulation, notamment le recours en annulation, qui est ouvert devant la Cour de justice de l'Union européenne, eh bien, ça a créé aussi un certain nombre de frustrations parce qu'il arrive assez souvent que dans ces arrêts, la Cour de justice consacre l'existence d'un nouveau principe, par exemple le droit d'être entendu, mais elles disent « Ah ben non, ici, ça ne s'applique pas ». Alors, vous voyez, et je me demande ce qui est pire, c'est-à-dire, non mais, parce qu'à force, vous voyez, on a énormément de principes généraux dont la réalité a été consacrée par la Cour de justice, mais qui n'ont eu aucun effet pratique. Et ça crée des attentes, si vous voulez, parce que les gens se disent « Bah oui, je vais essayer de m'emparer de l'outil, mais si à chaque fois que, vous voyez, on vous dit « Vous avez un outil, mais quand vous vous en servez, il ne marche jamais », effectivement, ça engendre encore plus de frustration. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir les outils, mais vous voyez, c'est pas facile. Mais on pourrait trouver des solutions, mais on ne les trouve pas. Et probablement, là, il va vraiment falloir qu'ils réfléchissent, à la fois dans l'Union, mais aussi en France, parce que c'est le même problème. C'est-à-dire que là, il y a un fossé qui s'est créé. Et je me rappelle très bien, et ils sont absolument inconscients, manifestement, puisque j'ai une collègue qui m'avait demandé de participer à Paris. Alors, un débat qu'elle avait organisé, mais c'était assez intéressant, je trouve, qu'elle avait organisé avec ses étudiants sur l'initiative citoyenne. Et elle avait fait venir le chef des initiatives citoyennes à la commission, qui était là, assis juste à côté de moi, et qui disait « ça marche très bien ». Moi, je l'ai regardé, je me suis dit « comment ça marche très bien, elle n'a pas une qui a réussi ». Oui, mais ça marche quand même. Non, vous voyez, c'est exactement, c'est-à-dire qu'ils sont totalement déconnectés. Il y a 4 initiatives réussies, dit la commission. Mais non, il n'y a pas 4 initiatives réussies, ils ont tout raté depuis le début. Mais ils n'ont même pas la conscience. Vous voyez, non, ils pensent qu'ils réussissent. Et ils venaient présenter ça. Il y avait, je sais pas, là, il y avait 200 personnes dans l'amphi, mais je me suis dit, alors je lui ai dit, mais attendez, quand même, il n'y a aucune proposition qui va dans le sens des initiatives. Il y en a 4 qui ont réussi, 25 qui ont raté. Vous êtes contents? Ah ben oui. Ah ben j'ai dit, bon, alors là... Donc vous voyez, je crois qu'il va vraiment falloir que là, ils ouvrent les yeux, parce qu'il y a une certaine cécité quand même. Et ça fait peur. Parce qu'ils sont aux responsabilités et ils ne se rendent même pas compte que ça ne marche pas.
C'est quand même, vous voyez, ça va plus loin encore que ce que vous y... Mais j'étais, mais vraiment étonnée quand même. Ah ben oui, ça marche très bien. Ah ben lui, évidemment, il a du boulot, il regarde les trucs. Tiens, il y a 1 million de machins, on va les mettre de côté. Ça lui fait ça c'est sûr, il a du travail. Enfin, il a surtout du travail pour compter des papiers puis dire qu'il va pas s'en servir, quoi. Enfin, c'est inimaginable. Donc je pense que, comme vous êtes jeune, vous avez l'avenir devant vous pour changer le système. Et croyez-moi, c'est plus facile à penser qu'à faire. Hein, donc, mais bon, vous avez raison. Pas d'autres questions, c'est bien. Bon, non, je dis ça. Oui. Ah non, non, c'est un garçon, il parle fort. Ah oui. Merci. Oui, mais aussi peut-être bonsoir, merci pour la présentation, de la frustration aussi, peut-être le rejet. Et dans les deux raisons que vous avez données, là, le fait de ne pas avoir donné suite finalement à toutes les aspirations de la démocratie participative, cette hégémonie de la langue anglaise aussi, est-ce que ça pourrait pas aussi expliquer, enfin, selon vous, le rejet aussi de l'Union européenne qu'on voit, enfin, je veux dire, la Grande-Bretagne a commencé à... Ah mais là, c'est pas pour ça. Ça, c'est notre raison, mais voilà, pour voir aussi vos analyses par rapport à ça, le rejet des peuples. Non, mais ça, c'est sûr. Alors, je suis d'accord avec vous, pas pour le Royaume-Uni, je pense que pour le Royaume-Uni, c'est tout à fait autre chose. Mais pour le désintérêt absolu pour ce qui se passe dans l'Union européenne, ça, c'est sûr, vous avez raison, ça vient de ça. Enfin, pas seulement de ça, mais de ce nombre incroyable de consultations qu'on fait depuis des années sans aucune... sans prendre en considération rien du tout. C'est-à-dire que les gens, pendant des heures, des jours, ils essayent de réunir leurs millions de signatures, tout ça pour rien. Ça ne peut pas dégoûter, forcément, c'est obligatoire. Personne ne peut se dire « Ah bah tiens, je vais recommencer la semaine prochaine ». Il faudra être complètement... Donc évidemment, mais mine de rien, ça fait quand même 1 million de déçus. Bah oui, mais... Quand vous le multipliez par le nombre d'initiatives, au bout d'un moment, ça fait beaucoup quand même de monde qui se dit mais à quoi ça sert que je fasse ça puisque de toute façon on n'écoute rien. Donc vous voyez, ça, ils le mettent. Et c'est pour ça que je dis, il faut faire attention de donner aux gens des possibilités de faire quelque chose. Parce que évidemment, si vous leur donnez la possibilité, ils le font et ça rate à chaque fois, ça engrange des mécanismes dans leur tête qui font que oui, non, ils font n'importe quoi. Et donc, forcément, ça engendre de la frustration. De l'éloignement, de dire voilà, on comprend rien, c'est trop compliqué. Bon, il y a tout ça. Alors il y a évidemment que c'est compliqué, en plus, ça c'est vrai, c'est extrêmement compliqué, le processus est compliqué, il y a la commission, le Parlement, etc. Tout ça c'est difficile. Alors quant au Royaume-Uni, à mon avis, c'est tout à fait autre chose. Pour l'anglais, ils sont très contents. Ça, je peux vous dire qu'alors là, d'ailleurs, ils nous l'ont bien téléguidé et ils ont alors tout ce qu'ils peuvent. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que ils dominent vraiment dans toutes les institutions de l'Union, dans tous les organes. La Banque centrale européenne n'est même pas, alors que c'est une institution, mais alors elle est même pas multilingue. Les autres, la Cour de justice, la Commission, le Conseil, ils sont multilingues. La Banque centrale, elle ne parle que anglais. Elle a l'anglais comme langue officielle et unique. Et les Anglais, ils ne sont pas membres de la Banque centrale. Enfin, ils sont à la Banque centrale, mais ils ne participent pas à l'euro. Là, il faut quand même... c'est quand même pas... Elle siège à Francfort. Les Anglais ne sont pas dans l'euro, mais par contre, la Banque centrale européenne, elle ne parle que anglais. Ses rapports annuels sont uniquement en anglais. Enfin, c'est inimaginable quand on y réfléchit. C'est inimaginable. Donc, on se dit, là, il y a vraiment un problème terrible. Mais pour les Anglais, là, je parle du Royaume-Uni, du Brexit, etc. Là, à mon avis, fondamentalement, depuis l'origine, il y a vraiment Enfin, je pense qu'ils ont eu peut-être un moment, des deux côtés d'ailleurs, à la fois les Anglais et nous, la volonté de s'entendre. Mais il y avait un problème de départ qui n'a jamais été résolu et qui, fondamentalement, fait une différence entre le Royaume-Uni et puis les autres Européens en général. C'est l'idée qu'ils ont de ce que c'est qu'une organisation internationale. Or, l'Union européenne, c'est une organisation internationale. Et eux, leur idée, c'est d'avoir un grand marché libre dans lequel les marchandises circulent, la concurrence est libre. Voilà. L'idée, c'est de faire de ce marché un marché, libre, sans entrave concurrentielle, dans lequel les marchandises circulent, les capitaux circulent. Puis nous, on leur dit, non, ce qu'on a, c'est un projet politique. Ça va pas du tout. C'est pas possible, c'est pas dans les gènes du Royaume-Uni. Ils veulent absolument pas de projet politique, ni avec nous, ni avec personne. C'est une île. Qu'est-ce qu'ils iraient fiche d'avoir un problème
Ça les intéresse, mais pas du tout. Et à chaque fois qu'on a fait un pas vers plus d'Europe politique ou sociale, ben ils ont fait un pas en arrière, jusqu'au moment où on était tellement loin les uns des autres que ça a donné le Brexit. Mais ça n'a rien à voir avec... il y a une grande partie de ça, c'est-à-dire qu'il y a une incompréhension absolue, à mon avis, de ce que le Royaume-Uni entend par la construction de l'Union. Dans certains domaines, je ne dis pas qu'ils n'auraient pas fait des efforts, mais certainement pas pour la politique étrangère, certainement pas pour... Enfin, des domaines dans lesquels... par exemple l'euro, enfin je veux dire ça n'avait pas de sens, la livre ça leur va très bien, ils n'ont aucune envie de se lier avec, bon. Donc évidemment ça ne peut pas aller, et plus on parle politique et moins ils sont, et ne parlons pas des droits fondamentaux, ils n'ont pas voulu de la charte des droits fondamentaux parce qu'il y avait des droits sociaux, enfin bon, donc on est tellement loin depuis toujours, et puis leur terre naturelle c'est les Américains. Et donc, ils ont les yeux tournés pas du tout ou pas forcément vers le même continent que nous. Donc, ils sont profondément anglais avant d'être européens. Et nous aussi, hein, on est profondément quelque chose avant d'être européens, mais on a quand même plus l'idée de l'union, je pense. Là, ils sont... Bon, c'est fondamentalement compliqué, je crois, pour un anglais. Et d'ailleurs, alors la situation des... Alors, par exemple, je vous parlais d'Eleanor Sharpston, là, qui vient de rendre des conclusions. Je l'ai vue il y a 15 jours. Alors, je lui dis, 15 jours, je ne sais plus très bien où on en est là, mais enfin, disons, il n'y a pas longtemps. Alors, je lui dis, mais parce que c'était, oui, juste avant le 29, parce que la date du Brexit, c'était le 29 mars au début. Donc, j'ai dû l'avoir le 28. Alors, je lui dis, bon, alors tu fais quoi là demain? Tu es encore dans l'Union européenne? Vous voyez, donc ça pose des problèmes, ça, le Brexit, c'est inimaginable. C'est-à-dire que les fonctionnaires anglais, mais ils savent plus où ils en sont. Ils ne savent plus. C'est-à-dire qu'on leur donne pas de travail, ils sont sur le côté, ils font rien. Donc, mais les fonctionnaires, apparemment, ils vont rester. Ils ne seront pas, même si les Anglais se retirent, les fonctionnaires, hein, je parle, vont rester. Mais les autres, évidemment, ils vont leur faire une guerre sans merci pour qu'ils s'en aillent, parce que ça veut dire qu'ils seront payés sur le budget de l'Union européenne alors qu'il n'y aura plus les Anglais. Donc pourquoi est-ce qu'on irait payer des Anglais qui prennent... Bon, non, mais... Et puis là, par exemple, Eleanor Sharpston, elle dit, moi, j'ai été nommée pour un mandat de 6 ans. Il court encore pendant 3 ans. S'il n'y a plus d'anglais, je reste. Sauf que les autres au tribunal, ils ne veulent plus lui donner de travail. Alors tous les membres de son cabinet sont partis, elle est toute seule. Non, c'est littéralement ahurissant. Vous, d'ici, vous ne voyez pas grand-chose parce qu'on est un peu loin, mais je vous assure que là, c'est délitement quasi généralisé. Quand on est au Luxembourg en ce moment, c'est inimaginable. Ils ne savent même pas comment faire. Les juges anglais ne siègent plus. Parce que si jamais ils sont obligés de partir, s'ils ont siégé... ils ont siégé par exemple pour les plaidoiries, il faut qu'ils soient là au délibéré. Mais si les Anglais sont sortis, ils ne pourront plus être là au délibéré parce que eux, les juges, on pense que leur mandat va tomber quand l'avocat général va rester, mais les juges vont partir. Et s'ils ont siégé, il faut recommencer toute l'affaire. Vous voyez un peu le genre? Donc c'est pas du tout désorganisé l'Union européenne. Là, ça va très très bien. Et multiplié partout, hein, la commission, le machin. Et donc je vous dis, ils parlent qu'anglais, il n'y a plus en anglais. Je ne sais pas comment on va faire. Hein. Donc, oui, il y a les Irlandais, mais non. Les Irlandais, ils ont le gaélique comme langue officielle. Et les Maltais, ils ont le maltais. Et ils n'ont aucune envie que ça devienne l'anglais parce que sinon, on ne traduit plus rien en maltais, on ne traduit plus rien en gaélique. Or, pour eux, ça a été une grande force parce que ça a remis leur langue au goût du jour. Il y a de nouveau des professeurs, il y a de nouveau des livres, il y a de nouveau une histoire, etc., qui ne se faisait plus du tout. Donc, ils ne sont pas très chauds pour l'anglais. Hein. Alors, ça va certainement rester langue officielle sans les Anglais. Ça, c'est quand même... Donc, et c'est ce que m'ont dit mes collègues, enfin des collègues de la commission. De toute façon, tout le monde parlera mal, comme ça, on sera tous à égalité. J'ai dit, c'est bien, oui, c'est une bonne idée. Non, mais je vous assure que c'est vrai. Parce que parce qu'évidemment, quand c'est votre deuxième langue, c'est quand même pas pareil, quoi. Donc, non, ils ont de l'humour, hein. Enfin, il vaut mieux, parce que là, vu le pétrin dans lequel ils sont, je crois que Non, mais c'est vrai que l'ambiance à Luxembourg était... D'abord, il faisait un froid de canard, mais en dehors de ça, l'ambiance était épouvantable parce qu'ils sont complètement bloqués, ils ne savent plus quoi faire. Parce que, oui, mais il n'empêche que le budget, ça veut dire que s'ils partent, il y a un trou absolument énorme. Enfin, tout est quand même... C'est difficile de tourner, et puis surtout sans savoir. Donc les juges anglais ne jugent plus, l'avocat général conclut plus. Enfin bon, c'est pas évident. Hein.
Et au Conseil, c'est pareil. On ne sait pas si on doit faire sortir l'anglais si on veut parler. Enfin bon, c'est monstrueux, quoi. Donc bon, vous voyez, ça ne marche pas, mais je crois que là, il va falloir déjà régler le problème Brexit pour que... Oui, la plupart. La plupart. Mais enfin, alors, oui et non, parce que par exemple, Eleanor Sharpston, qui est maintenant luxembourgeoise, alors ça fait rire tout le monde, parce que plus anglaise qu'Eleanor, c'est pas possible. Donc luxembourgeoise, c'est vraiment pas du tout bon. Mais elle est luxembourgeoise. Le problème, c'est que c'est pas le tour du Luxembourg d'avoir un avocat général. Donc ça lui sert absolument à rien, parce que elle est plus... Si les Anglais sont plus là, elle peut pas rester parce que à cause de ça. Et le Luxembourg, c'est pas son tour, donc de toute façon, elle est obligée de partir. Elle aurait dû choisir une nationalité dont ça va bientôt être le tour, mais manque de peau. Elle vit depuis 20 ans au Luxembourg, donc évidemment, elle a pris la nationalité luxembourgeoise. Donc en plus, il y a ça. Ceux qui ont une double nationalité ne sont pas forcément sauvés. Ça dépend du poste qu'ils occupent. Mais effectivement, hein, la plupart ont pris la nationalité, une autre, pour pouvoir rester... Mais c'est quand même bizarre pour eux, parce qu'ils sont quand même anglais, et c'est difficile de défendre quelque chose... Enfin, c'est compliqué, quoi. Ils sont dans une drôle de situation, malgré tout. Non, c'est un... Et Eleanor m'a appris que pour le Brexit, il y avait des fonctionnaires haut placés, je ne sais pas exactement qui est allé, mais qui sont allés voir Cameron avant la tenue du référendum, et qui lui ont dit... il y aurait des risques quand même, parce qu'ils avaient fait des estimations, des votes, etc. Et ils lui ont dit qu'ils pensaient qu'il y avait des risques que le Brexit l'emporte. Donc ils lui ont proposé plusieurs solutions. Et notamment, il y avait une des solutions qui était d'exiger que chacune des parties du Royaume-Uni, donc l'Écosse, l'Irlande, la Grande-Bretagne et le Pays de Galles, votent tous pour le Brexit pour qu'on sorte. Et comme on savait que l'Écosse allait voter dans l'autre sens, ça aurait suffi pour faire capoter le référendum. Mais il a dit, il n'y a aucun problème, j'assure, ça sera Remain. Eh ben, manque de chance, il a réussi tout seul à mettre tout le monde dans la panade. Mais en même temps, est-ce qu'on ne devait pas demander leur avis ? Vous voyez, là, on retombe dans le même... voilà, parce que maintenant qu'on l'a, l'avis, c'est difficile de ne pas le suivre. Hein. Parce que vous voyez la différence, là. La Commission, elle fait n'importe quoi, donc elle peut demander n'importe quoi, mais le Royaume-Uni ne peut pas demander n'importe quoi. Quand on lui dit « il faut sortir », Sauf que là, on ne peut pas. Enfin, on peut, mais il va falloir 100 ans pour découdre ce qui a été cousu. Oui ? Ah bah non, ça c'était encore autre chose. C'était le traité de 2004, le projet de traité qui était devenu un traité, mais portant constitution, qui est exactement le traité de Lisbonne. Il était mieux. Le traité de Lisbonne est moins bien. Donc finalement, on en a eu un moins bien, parce que le premier, par voie référendaire, a été retoqué, et donc on est passé par la voie parlementaire. Par la voie parlementaire, et là, il est passé sous une autre forme. Donc là, vous voyez, c'est encore autre chose. Mais d'ailleurs, on en parle encore. Hein. Écoutez les discours en France, ça revient sans arrêt. C'est-à-dire, on nous a demandé, et en fait, alors qu'on a dit non, on nous l'a mis quand même. Donc, ça, c'est pas possible. Vous voyez, et il y a aussi, c'est là qu'on voit, et puis ça, tant mieux, c'est que l'éducation augmente. Hein. C'est que, voilà, de plus en plus, les gens, ils comprennent, ils lisent, ils savent. Et si on leur dit quelque chose puis qu'on fait le contraire, vous voyez, ils ont la mémoire assez tenace, hein, parce que encore aujourd'hui, dans justement ce dont vous parliez tout à l'heure, il y a ça. On a dit quelque chose et on a fait le contraire. Et c'est pas facile. Hein. Non, mais si c'était facile, ça se saurait. Hein. Donc, vous voyez, et puis c'est facile de critiquer, puis c'est amusant. Mais bon, les procédés de participation, c'est toujours dangereux. C'est dangereux parce que la question le Brexit. Parce que le Brexit, le problème, si on avait voulu vraiment être honnête, on ne peut pas sortir de l'Union européenne sauf à détricoter pendant 20 ans. C'est comme si vous disiez d'un seul coup, la Bretagne s'en va. Ouais, mais enfin bon, c'est pas le tout de s'en aller. Vous voyez, si vous devez mettre une frontière entre la Bretagne et Paris, il va falloir l'organiser, ça ne se fait pas comme ça. Si vous voulez rétablir un droit de douane, les marchandises, elles vont devoir acquitter le droit de douane. Les citoyens, ils vont devoir présenter leur carte d'identité. Enfin bon, voilà. En quoi c'est un progrès? C'est pas forcément un progrès, vous voyez. Donc, au moins, il faut dire aux gens, voilà ce que ça va être. Or, c'est ça qui n'a pas été fait. Ils ont vraiment pensé
qu'ils allaient récupérer beaucoup de sous. Là, c'est pas du tout ce qui va se passer. Pas du tout. Et nous, on va perdre eux aussi. Donc, vous voyez, c'est pour ça que... Voilà. Ah ben, c'est ça. Le principal problème, c'est ça. Et ne parlons pas des Écossais, parce qu'eux, ils ont voté pour rester et ils sortent. Alors là, c'est le bouquet, parce qu'ils avaient dit oui au référendum national pour rester dans l'Union européenne, justement pour pas sortir de l'Union européenne. Et le référendum d'après, c'est les Anglais qui sortent, et eux, les Écossais qui ont voté pour rester et qui sont dehors, et qui sont dans un état de colère abominable, et qui menacent d'un référendum national pour se séparer de l'Angleterre. Là, vous voyez un peu le genre. Ah non, mais il y a de l'ambiance. Hein. Vous devriez venir. Hein. C'est sympathique, l'Europe. On est à feu et à sang. Donc...